Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors du coup, bienvenue à ce qui se trouve être le 28e webinaire du CRECEB. Voilà, donc on a le plaisir de continuer à proposer ces formats courts d'échange direct avec des porteurs de projets scientifiques ou de gestionnaires de territoire. Voilà, pour mettre un coup de projecteur et porter à votre connaissance justement ces travaux qui sont à l'interface autant que possible entre les préoccupations scientifiques et les préoccupations des gestionnaires de l'eau en Bretagne. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Valérie Viau, Patrick Durand et Jean-Pierre Le Bourris pour évoquer un projet interdisciplinaire où se mêlent un grand nombre de disciplines autour de la question de l'eutrophisation des zones côtières. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé en Bretagne, donc voilà, on s'est dit, tiens, si on faisait un petit sujet sur l'eutrophisation. Voilà, mais en tout cas, voilà, on a le plaisir de vous évoquer ce projet Green Seas, dans lequel bon, le CRECEB a une petite partie prenante en partie. Voilà, donc comme souvent, voilà, je vous invite à mettre nom, prénom et structure de rattachement là, dans l'onglet participants pour qu'on sache qui participe un peu à nos webinaires. C'est toujours utile pour nous. Et puis, je vais donner la parole aux scientifiques pour un exposé entre 30 et 40 minutes. Et après, on laissera la place aux échanges. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat aussi. Je me ferai un plaisir de les relayer. Donc, Valérie, si c'est toi qui débutes, je te laisse la parole. Merci Romain. Bonjour à toutes et tous. Alors ça va être un exposé à trois voix. Je démarre et puis Jean-Pierre et Patrick vont prendre la parole ensuite. Il s'agit en effet de vous présenter ici à la fois le positionnement et puis les premières actions de recherche, quelques résultats d'un projet de recherche qui est en cours depuis, qui a démarré début 2023, donc qui s'appelle Green Seas et comme tu l'as dit Romain, qui est de façon très originale positionné sur des questions d'eutrophisation littorale. Alors, voilà. Le contexte, c'est la question de l'eutrophisation, donc qui n'est pas une question nouvelle, mais qui reste une question forte à l'échelle internationale et qui est la principale menace sur la santé des écosystèmes côtiers. Donc vous avez là une carte qui date un petit peu, là, qui vous montre à l'échelle mondiale les zones côtières eutrophisées. Et ben, vous le savez très bien, vous connaissez très bien ça, mais dans le contexte régional, bon, ça se traduit sous la forme cette problématique d'eutrophisation se traduit par des échouages d'algues vertes. Et là, mais je pense que vous connaissez ça aussi bien que nous. Vous avez les zones qui sont touchées par les échouages observés entre 2008 et 2019. Donc ça reste un contexte fort, y compris à l'échelle internationale. Et donc le projet s'inscrit là-dedans. Donc le projet, il est parti du constat que c'est un problème qui persiste, un problème qui dure depuis pas mal d'années, avec des prises de conscience du problème de l'eutrophisation depuis les années 70, donc pas que en région Bretagne, hein, mais plus largement à l'échelle internationale. Et puis des politiques publiques se sont déployées depuis de longues dates. Donc encore une fois, des politiques qui se positionnent à l'échelle internationale sur la protection des milieux marins, des directives sur la réduction des flux de nutriments, des politiques plus récentes qui embrassent la question du bon état écologique des masses d'eau. Et puis, si on descend à l'échelle nationale, voire régionale, la petite illustration là, c'est pour l'échelle de la région Bretagne. Donc, c'est depuis une trentaine d'années des programmes d'action qui sont ciblés sur la question des marées vertes en particulier. Donc, de tout ça, on a fait le constat au moment du dépôt du projet qu'il y avait des résultats positifs, observables, mais qui restent insuffisants pour arriver jusqu'à un bon état écologique des écosystèmes, mais aussi avec des dimensions de conflits socio-environnementaux qui persistent. Donc, tout ça nous amène à dire qu'il reste des choses à faire. Enfin, en tout cas, qu'il reste des enjeux socio-environnementaux sur la question. Et on est parti aussi du constat qu'il y a une trajectoire de recherche sur ces questions-là qui est déjà longue. Donc là, je ne sais pas si c'est très lisible pour vous, mais on a positionné quelques repères d'ensemble de travaux qui ont démarré depuis les années 90, mais peut-être même avant. Donc travaux sur l'eutrophisation littorale, le début de la modélisation des estuaires, des recherches sur agriculture et qualité des eaux, dans les équipes de recherche, en particulier en Bretagne, des renforcements des recherches sur le lien terre-mer. Ensuite, à l'échelle internationale et à l'échelle régionale, donc des développements de chaînage de modélisation qui permettent de représenter les bassins versants, les fleuves, et puis la dimension mer côtière sur des grandes étendues ou bien sur des étendues
plus réduite en ce qui concerne la dimension régionale, avec le développement de la modélisation agro-hydrologique, et puis la modélisation qui vient en appui aux politiques publiques, et également des recherches sur les temps de transfert dans les bassins versants. Et puis dans les années 2010, des recherches peut-être un peu plus de recherche-action, en tout cas pour ce qui concerne notamment notre unité de recherche, mais pas que, là, l'UMRSAS. Donc c'est toujours des approfondissements des connaissances sur les processus hydrologiques, biogéochimiques, mais aussi développement de recherche-action. Donc vous avez des illustrations de quelques programmes là qui ont pu être menés pour co-construire des solutions sur les territoires. Et puis des recherches interdisciplinaires. On a commencé à vraiment travailler en recherche interdisciplinaire entre sciences biophysiques et sciences sociales sur les transformations de l'agriculture. Donc le projet Green Seas, il s'appuie un peu sur le constat de ce problème persistant, sur le fait on a déjà des connaissances qui ont été construites par la recherche sur la question de l'eutrophisation, mais il a pour ambition de développer une vision plus intégrée du problème de l'eutrophisation, c'est-à-dire à la fois le problème biophysique, mais aussi tout ce qui est embarqué en termes de processus sociaux et de gouvernance. Et de prendre appui pour ça sur une vision rétrospective, c'est-à-dire regarder ce qui s'est passé, faire le point sur ce qui s'est passé depuis l'émergence de cette problématique. Donc pour cela, il se propose de caractériser les processus biophysiques, voilà, à l'origine de l'eutrophisation, mais aussi les processus sociaux et de gouvernance qui sont en jeu sur les territoires côtiers. Il va chercher à regarder la complexité des interactions à la fois dans l'espace, mais aussi dans le temps, entre ce qui se passe au niveau politique, des impulsions politiques et des changements sociaux et des changements sociotechniques, et puis l'évolution des fonctionnements dans les bassins versants et dans les baies. Donc vraiment regarder comment tout ça se interagit à la fois sur le plan spatial avec différents niveaux, hein, notamment dans la gouvernance, mais aussi sur le plan temporel. Et puis il a aussi enfin, voilà, la posture qu'on a dans ce projet, c'est de prendre en compte la diversité des points de vue sur le problème. Donc c'est un projet qui est voilà, assez interdisciplinaire sur le plan scientifique. On a 9 équipes de recherche, une vingtaine de scientifiques avec une représentation équilibrée des sciences humaines et sociales et des sciences biophysiques. Donc ce qui voilà, fait une originalité de ce projet sur la question de l'eutrophisation. Donc vous avez là la liste des équipes qui sont embarquées dans le projet. Donc un certain nombre d'équipes bretonnes, de Rennes, de Brest. Je ne rentre pas dans le détail, mais des équipes qui travaillent sur les sciences de l'environnement milieu marin, des équipes qui travaillent sur les sciences de l'environnement dans le milieu terrestre et les sciences agronomiques, des équipes qui travaillent en sciences politiques et des équipes qui travaillent en histoire de l'environnement et anthropologie, sociologie. Donc on a un gros paquet d'équipes bretonnes, on va dire, mais aussi quelques collègues qui viennent d'autres origines géographiques. Et le projet a été construit avec des partenaires non scientifiques, donc le CRECEP, tu l'as dit Romain, mais aussi la PPCB, la TBVB et l'établissement public de gestion et d'aménagement de la baie de Douarnenez. Je vais y revenir parce que la baie de Douarnenez, c'est l'un des sites sur lequel on approfondit quelques questions dans le projet. Donc la démarche qu'on met en œuvre, donc, avec la perspective là, de construire des connaissances assez interdisciplinaires sur la question de l'eutrophisation, donc c'est on a quand même une organisation du projet avec quelques paquets un peu disciplinaires, je vais dire. Donc, on a tout un champ de recherche sur la construction de récits pluriels de l'expérience de l'eutrophisation, donc comment les habitants, les populations vivent l'eutrophisation, en parlent, etc. Donc, ça relève de travaux en anthropologie et en sociologie, des travaux sur la caractérisation des dynamiques thèmes biophysiques, donc fonctionnement des bassins versants, couplage avec le milieu côtier donc, sur des dimensions plus biophysiques, et un ensemble de recherches sur la caractérisation là, des processus de gouvernance, de l'institutionnalisation à différents niveaux d'organisation de la gouvernance de l'eutrophisation. Et de tout ça, on espère, donc c'est ce qui est présenté au centre, avoir une caractérisation alors, un peu intégrée quoi, de ce qui se passe quand toutes ces dimensions se couplent autour de la question de l'eutrophisation.
Et donc, voir ce qui émerge de ça et à l'échelle de ce que j'ai appelé là le socio-écosystème. Donc, c'est pas seulement le fonctionnement physique, biophysique des bassins versants, mais c'est aussi toutes les dimensions sociales qui sont embarquées autour de ça. Et on souhaiterait pouvoir aussi caractériser des fonctionnements par période, pouvoir identifier des périodes de fonctionnement un peu homogènes, des périodes de rupture, etc. Donc ça, c'est un peu l'ambition intégrée du projet. Pour ça, on travaille essentiellement, on travaille sur la région Bretagne, donc à l'échelle de la région des 8 baies algues vertes, donc avec les partenaires qui sont positionnés à cette échelle-là. Et puis, on a un focus sur la baie de Douarnenez, donc notamment parce que la baie de Douarnenez, c'est une baie algue verte, hein, donc elle fait partie de cet ensemble des 8 baies, mais c'est aussi une zone sur laquelle, en termes de recherche, on a pas mal de données disponibles qui nous équipent bien en fait pour pouvoir mener cette étude rétrospective de la problématique de l'eutrophisation. Donc, la baie de Douarnenez, elle est aussi inclue dans un site observatoire de recherche là qu'on appelle le réseau des eaux d'atelier. Donc on a là un terrain assez favorable et puis aussi des collaborations qui avaient été mises en place avant pour pouvoir mener des études un peu spécifiques quoi, à l'échelle de cette baie-là. Alors on espère avoir quelques impacts avec ce projet de recherche-là. Donc, je vous ai mis les impacts scientifiques parce que ça fait partie aussi de ce qui nous préoccupe. Donc, c'est l'enjeu de structurer une communauté de recherche sur la question de comment les socio-écosystèmes littoraux s'adaptent ou vivent les changements environnementaux et comment ils peuvent se transformer vers des futurs plus durables. Donc, voilà, on a l'ambition d'avoir une communauté de recherche qui soit voilà, bien positionné pour embrasser l'ensemble de la question du fonctionnement des socio-écosystèmes soumis à des changements environnementaux. Et puis, on a aussi l'enjeu de développer des connaissances et puis des méthodes qui soient interdisciplinaires, donc spécifiques. Et en termes au-delà des impacts scientifiques, donc c'est l'ambition de pouvoir produire des connaissances qui soient intégratives cette fois, euh, coproduites avec des parties prenantes non scientifiques pour leur permettre de se saisir de la complexité en fait de la problématique de l'eutrophisation et puis des défis qu'elle génère à long terme. On a aussi l'enjeu de produire des cadres méthodologiques qui permettent d'identifier des mécanismes, des conditions d'adaptation à ces contextes environnementaux dans différents endroits et puis de soutenir la conception de politiques publiques. Ça, c'est des impacts un petit peu moyen terme. Et avec Patrick et Jean-Pierre, on va vous présenter un certain nombre d'actions de recherche qui sont en cours, dans le projet pour vous donner un petit peu à voir concrètement quelles sont les différentes facettes qu'on peut aborder dans ce projet de recherche. Donc, je vais démarrer sur les recherches qui concernent. Alors, c'est pas exhaustif, hein, la présentation là, on fait le focus sur quelques points. Euh, donc, sur les recherches qui sont en cours sur la caractérisation, la prise en compte des expériences de l'eutrophisation, les expériences vécues donc par les habitants et par un certain nombre de parties prenantes. Donc, pour vous illustrer ça, eh bien, par exemple, on travaille en ce moment à produire des connaissances sur l'évolution des relations entre les habitants, habitantes des territoires soumis à l'eutrophisation et l'activité agricole. Donc là, c'est un travail de sociologie et où là, on cherche un petit peu à contribuer à dépasser la polarité qui peut être assez forte entre la question de l'agriculture et la question de l'environnement dans les territoires soumis à l'eutrophisation, mais aussi plus largement, euh, je pense, à l'échelle nationale. Donc, ça se présente par ça passe par la conception d'une enquête sociologique donc, qui a été co-construite avec deux territoires, avec le sage de la baie de Douarnenez, mais aussi avec le sage Blavet, donc des territoires qu'on qualifie de pilotes là. Donc pour essayer de capter, voilà quelle est cette relation entre les habitants et l'activité agricole et permettre aussi un dialogue autour de cette relation-là sur les territoires. Donc là, l'enquête est
en cours de passage dans les territoires, donc elle est en test. Et puis l'ambition, c'est de pouvoir développer une méthodologie dont les territoires puissent se saisir s'ils souhaitent voilà, réaliser ce type d'action sur les différents territoires. Donc là, il y a un enjeu de pouvoir avoir une méthode qui soit un peu clé en main, qu'on puisse donner aux gestionnaires pour prendre en charge cette question de relation entre activité agricole et habitants dans ces territoires soumis à l'eutrophisation. Et dans la même veine, en fait, il y a tout un ensemble de travaux. Donc là, vous avez beaucoup euh, de collègues qui sont affichés, mais qui travaillent sur la documentation de points de vue socialement et spatialement situés sur les problèmes de l'eutrophisation. Donc des points de vue de différents types de groupes sociaux, en fait, sur la question de l'eutrophisation et des points de vue qui sont en lien avec le territoire dans lequel sont situés ces différents acteurs. Donc il y a par exemple des enquêtes en cours avec des usagers professionnels et amateurs des espaces côtiers qui sont affectés, donc les ostréiculteurs, ostréicultrices en baie de Morlaix, des travaux sur les pratiques nautiques en baie de Douarnenez, et puis des travaux sur les populations des sites à prolifération d'algues vertes, mais sur vasières cette fois. Donc là, une petite extension, on quitte la côte pour aller sur les vasières. Et puis également des travaux sur le suivi des opérations foncières publiques en baie de la Fresnay et de l'Orne-Guillec. Et donc ça se fait avec un certain nombre de partenaires, là, donc le conservatoire, le comité local des pêches, les clubs nautiques, etc. Et je te passe la parole, Patrick, pour la suite. Oui, merci Valérie. Bonjour à tous. Moi, je coordonne l'action de recherche autour de la partie biophysique du fonctionnement de la baie et aussi de la trajectoire agricole. Euh, donc, avec pas mal de gens du CEVA, de l'UMRSAS, de l'Université de Brest, etc. Et donc, ce qu'on cherche à faire, c'est de mettre en parallèle l'état écologique de la baie, l'évolution de l'agriculture, l'évolution des paysages et l'évolution des flux de nutriments depuis, disons, à peu près 70 ans, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En se posant les questions sur voilà, quels sont les points de bascule, les décalages temporels, les changements de rythme, les changements de tendance. Tout ça, bien sûr, dans une perspective de le mettre en lien avec, avec les autres travaux de Greenpeace sur l'évolution plus sociaux et politique du système. Et puis, donc, une autre question importante pour l'action, c'est la part de l'héritage du passé dans les dynamiques actuelles, donc les dynamiques qu'on peut encore observer aujourd'hui. Donc ça passe par des recueils de données, des recueils de documents, mais aussi des recueils de témoignages divers et variés, et puis par une action de modélisation couplée parce que forcément, ces données, ces témoignages, eh ben, ils ne sont pas continus, loin de là, sur toute la période que l'on cherche à reconstituer. Et puis, on veut aussi essayer de vérifier la cohérence, préciser les temps caractéristiques des phénomènes, etc. Alors, diapo suivante, s'il te plaît. Donc, par exemple, une des premières actions de recherche qui a eu lieu dans ce ouais, c'est là, dans ce work package en collaboration avec les gens du WP1, c'est l'identification et la documentation du début du phénomène des marées vertes. Où et quand elles sont apparues, quand est-ce qu'elles ont commencé à être considérées comme un problème à traiter, quand est-ce qu'il y a eu les premiers ramassages, etc. Donc, il y a sur le site web du projet Greenseas, vous pouvez avoir accès à ces ensembles de résultats sous forme de cartes, de chronologie, etc. Savoir, suivant l'endroit où on se trouve sur le littoral breton, à quel moment on a commencé à s'inquiéter du phénomène. Diapo suivante. Euh, alors, donc une des phases essentielles de ce projet, c'est d'essayer de reconstituer de la manière la plus précise possible l'évolution de l'agriculture donc depuis les années 50. Et
Donc, on a commencé déjà par faire un point zéro. Voilà, comment c'était l'agriculture dans les années 50 dans cette région-là. Et contrairement à ce que certains pourraient penser, on n'était pas du tout dans le cas d'un bocage très dense avec des prairies permanentes et quelques vaches. On avait déjà dans la région une agriculture relativement intensive, au sens où pratiquement toutes les terres cultivables étaient labourées avec des rotations assez serrées, une vocation déjà à l'exportation pour cette agriculture, et puis très tôt, l'ouverture sur les techniques dites modernes d'agriculture, et puis le début des remembrements. Là, la carte que vous avez à droite, c'est l'état des remembrements communaux en 1962. Donc, vous voyez que la région disons, le bassin de Châteaulin était parmi les premières à avoir été soumises à ces remembrements. Et donc, on a, pour nous aider, pour rendre ça un peu plus quantitatif, on a aussi l'analyse des photos aériennes de toute la chronique de cette époque. Diapo suivante. Et donc, ce qu'on essaie de reconstituer aussi, c'est non seulement voilà, l'aspect du paysage et l'aspect qualitatif des pratiques agricoles, mais bien sûr aussi les aspects quantitatifs, c'est-à-dire quelle surface était cultivée, de quoi et qu'est-ce qu'elle recevait comme amendement et notamment comme azote. Et là, vous avez une reconstitution faite par mon collègue Souil Archaoui des intrants azotés apportés à la baie non, apporté en Finistère, plus exactement, depuis les années 50. Et donc, vous voyez que, bon, on a bien sûr les grandes tendances qu'on connaît, hein, donc la forte augmentation liée à ce qu'on a appelé la deuxième révolution agricole du Finistère, puis une stagnation qui est une stagnation très, très chaotique, en fait, qui, comme vous le voyez, a commencé finalement avant les actions réglementaires et de lutte contre les pollutions diffuses qui, elles, sont apparues après les années 90. Hein. Donc, en fait, la baisse de l'utilisation d'engrais industriels a démarré avant. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on documente mieux et qu'on analyse mieux. Et puis, donc, avec des variations depuis, avec une tendance à la baisse, mais qui n'est pas si régulière et si marquée que ça. Donc, voilà un peu les choses qu'on va continuer à fouiller pour essayer de bien expliquer et bien quantifier tout ça. Diapo suivante. Et puis, l'étape ensuite, ça va être de reprendre toutes ces données et de les intégrer dans une chaîne de modélisation qui comprend le modèle TNTD, donc un modèle agro-hydrologique qui part des pratiques agricoles détaillées presque parcelle par parcelle sur les différents bassins versants alimentant la baie pour en déduire les flux d'eau et d'azote arrivant à la sortie aux exutoires au niveau de la mer qui vont servir d'une des entrées pour le modèle Mars 3D Ulv, donc un modèle développé à l'origine par l'IFREMER. Là, j'ai vu que un ancien collègue, Alain Ménez-Gouin, était présent, hein, qui est un des pères de cette modélisation, donc réalisé maintenant avec le CEVA. Voilà, pour essayer de bien comprendre, bah, d'une part, quels sont les décalages entre les changements agricoles, les changements de paysage et changements de statut d'eutrophisation de la baie. Euh, Quelle réversibilité a pu apparaître ou pas liée au changement de tendance? Et puis, voilà, quelle est l'importance relative des différents changements? Le changement paysager, changement d'intrants agricoles, le changement de type de culture faite, mais aussi dans un des bassins versants de cette baie, il y a eu la mise en eau d'un ancien marais qui avait été court-circuité auparavant. Voilà, tout ça qu'on va essayer de mettre en place dans la chaîne de modélisation, sachant que compte tenu du manque de données précise sur un certain nombre d'époques de cette période. Ce qu'on va faire, c'est plutôt
un ensemble de trajectoires possibles pour essayer de distinguer celles qui sont les plus vraisemblables, donc avec des points initiaux éventuellement variés et puis des trajectoires un peu variées, voilà, pour essayer d'éliminer les choses les moins vraisemblables. Et puis, donc après, mettre ça en cohérence avec les autres. Donc, bah ça, c'est la même diapo qu'au début. Je sais pas, elle est répétée 2 fois, donc je ne vais pas répéter la même chose. Maintenant, ça va être à mon collègue Jean-Pierre. Oui, merci. Alors je suis là pour la partie sciences sociales, on va dire plus pure que pour le reste, puisqu'on est quand même un projet interdisciplinaire. Mais donc là, je vais retracer, essayer de reconstituer les apports, enfin les questions d'abord et les apports de plusieurs collègues chercheurs donc de laboratoires sciences sociales à la fois rennais et brestois et au-delà. Donc pour dire la question qui traverse finalement cette partie-là du projet, on s'est quand même beaucoup focalisé sur la transformation de l'action publique. L'idée étant de se centrer, de faire une focalisation sur les politiques publiques qui prenaient en charge cette question de l'eutrophisation. Et là aussi, hein, c'est la caractéristique du projet sur les années, sur le long terme, 70-2020. Alors, on l'a pris de façon assez large, même si le schéma à droite, qui est d'une complexité déjà effarante, vous donne une idée de comment justement on gère ces questions d'eutrophisation. Mais nous, ce qu'on voulait faire, c'est d'avoir une vision un peu plus large de ce qu'on appelle justement alors, l'institutionnalisation, les politiques publiques de l'eutrophisation, en disant quels sont les facteurs d'évolution, les pressions, on va dire, qui permettent d'expliquer leur dynamique ou leur inertie, hein, les deux sont souvent présents. Donc avec des recherches que je vais ensuite développer sur la partie opinion publique et surtout médias, puisqu'on sait que c'est un facteur important de pression. La partie aussi contentieux et des tribunaux, je traiterai un peu moins ici. Et puis la partie comment l'administration, l'expertise administrative s'est construite, et notamment en fixant un certain nombre d'objectifs liés à cette action publique. Et avec aussi une question que je traiterai tout à la fin sur les effets supposés, ou en tout cas de cette action publique, notamment dans la transformation, l'évolution des activités économiques, avec l'idée de faire un focus sur une des filières qui sera la filière porcine. Alors les données sont les données classiques, mais assez larges des enquêtes en sciences sociales, à savoir des enquêtes par archives. On a creusé un certain nombre de corpus d'archives dont on remercie d'ailleurs notamment les associations de nous avoir donné accès, des corpus textuels, notamment de bases de données de presse assez conséquents sur une grande partie de la période, et puis des entretiens, c'est-à-dire des échanges qu'on appelle semi-directifs avec les acteurs, et sur plusieurs objets, donc le traitement médiatique, l'action administrative, avec vraiment la façon dont l'administration a géré ces problèmes sur le moyen long terme, la jurisprudence, la production des tribunaux en matière, et puis sur on va dire plutôt une approche économique d'évolution d'une filière, la filière porcine. Voilà, ça c'est pour le cadre global. On va commencer, voilà, une prochaine planche. Alors là encore, comme disait Valérie, on n'a pas le temps de tout présenter, et puis on préfère avoir des questions et des échanges. Donc je vais faire un focus sur 3 types d'enquêtes et de premiers résultats, hein, puisqu'on n'est pas encore complètement à la fin du projet, on est plutôt au milieu. Donc, premier type d'enquête, comme je vous le disais, sur cette approche de politique publique de l'eutrophisation, la question des médias. Donc, il y a eu toute une recherche qui a été faite alors, par Juliette Daquin, doctorante, sur le projet, qui était autour de comment, en fait, la production médiatique que l'on a retracée dans le long terme, hein, depuis les années 70, comment elle a évolué, comment elle a été traitée. Et on s'aperçoit que, alors, d'une part, voilà, il y a une très longue histoire, c'est-à-dire que ça toujours été quelque part mentionné, traité, hein. Il n'y a pas finalement de période d'ignorance de ce sujet-là sur les 50 ans donc, qui sont passés. Et en même temps, on voit, et ça c'est un des résultats, une évolution dans ce qu'on appellerait, nous, les cadrages, la façon de prendre un angle sur le problème, qui fait que, alors pour aller très très vite dans l'évolution historique, on passe d'un problème local, touristique, au sens où c'est le principal problème, c'est l'impact sur olfactif, visuel. On passe progressivement dans les années 90 à une façon différente d'aborder cette question-là, en l'accrochant notamment au problème de la qualité de l'eau, donc une approche plus environnementale qui se superpose, mais qui tend à devenir un peu plus dominante.
un virage, on va dire, mais qui est une forme de rupture assez importante autour de 2009. Sans doute beaucoup d'entre vous connaissent, évidemment, c'est le passage aux questions sanitaires avec les premiers problèmes liés à la santé publique, les morts, les constats de la nocivité des algues vertes. Et puis très récemment au sens de l'histoire longue, hein, sur les dernières années, hein, l'idée que le problème doit être traité de façon beaucoup plus large avec la remise en cause du modèle agro-industriel qui c'est à son origine. Alors, c'est pas pour dire que tout ça n'était pas déjà en place et déjà évoqué au début, mais on voit qu'il y a des dominantes qui s'affirment. Et là, voilà, c'est ce on a voulu retracer. Deuxième point pour cette approche, non, j'ai pas encore fini, c'était juste un tout petit point, il faut que tu reviennes en arrière. Ce qu'on voit aussi, et c'est une partie de l'analyse, on voit bien aussi que les logiques proprement de chaque euh, activité, et là en l'occurrence les logiques des journalistes professionnels, ne sont pas les mêmes au niveau local et au niveau national. Et donc, dans la façon d'aborder la question des algues vertes, on voit bien que il y a des formes des fois de routinisation de ce problème-là, qui est lié aussi, on va dire, à la volonté d'en parler de façon aussi positive, d'offrir des solutions. Et on a des périodes de mise en crise qui sont plutôt d'origine, on va dire, nationale, avec un cadrage national par des journaux de ce niveau-là, où il y a une remise en question beaucoup plus forte, on va dire, globalement, du fonctionnement du système. Donc, c'est ces deux logiques-là qui souvent s'articulent et qui sont intéressantes à comprendre. C'est un premier résultat. Planche suivante cette fois-ci. Deuxième type de résultat, alors vous voyez, c'est une autre facette, hein, on sort de l'opinion publique des médias et on s'intéresse à la façon dont l'administration a produit des connaissances sur le problème, parce que pour nous, c'est intéressant de savoir comment l'action publique a fonctionné, évidemment, à partir de données, de connaissances, et en particulier en s'interrogeant sur comment ont été fixés les niveaux, hein, quels sont les objectifs, les cibles de l'action publique pour piloter la réponse à ce problème, quelles sont les connaissances mobilisées. Donc il y a tout un travail sur maintenant le fonctionnement de cette réglementation au niveau très concret des territoires. Alors ce qu'on constate, deux résultats principaux, mais encore une fois provisoires, qui sont en cours de consolidation. À l'évidence, on a des objectifs qui ont tous été multiples, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un problème qui est traité par l'administration, mais plusieurs façons d'aborder ce problème, et donc ce qu'on appelle les métriques, hein, selon les territoires, selon les baies, selon les procédures, hein, on a des façons différentes de gérer les apports d'azote, et donc ça peut être, comme on sait, des flux de nitrate, des concentrations moyennes. Vous pouvez avoir du kilo d'azote répandu à l'hectare, enfin, tout un ensemble de façons de mesurer qui ne sont pas du tout les mêmes ni homogènes sur le territoire. Et donc, du point de vue d'une politique, on va dire, publique sur l'ensemble du territoire breton, on a toute une panoplie d'indicateurs de suivi qui ne sont pas forcément faciles à comparer. Dernier point sur cette question-là, on s'aperçoit aussi que l'administration est très dépendante des infrastructures de production des données, c'est-à-dire que pour suivre le problème, pour se dire est-ce que on va dans le bon sens, est-ce que c'est stabilisé ou est-ce que ça va pas, on a besoin d'avoir des données. Or, les données qui existent sur le territoire sont elles-mêmes dépendantes d'autres problèmes qui étaient à l'origine de ces infrastructures de données, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de réseaux de mesure, mais qui ont été construits historiquement pour s'occuper d'eau potable, s'occuper de qualité des eaux, mais qui n'ont pas été construits spécifiquement pour faire ce suivi des algues vertes. Du coup, on a là aussi on va dire un facteur d'inertie et de frein dans la capacité de l'administration à gérer correctement ce problème. Et dernière planche, donc on sait, dernière enquête aussi, mais là on passe la frontière et on va encore ailleurs. L'idée était de s'interroger sur finalement comment évoluent les secteurs économiques ou les activités qui sont à l'origine du problème, puisque souvent on sépare les deux aspects alors qu'ils sont évidemment complètement liés, hein. Ça fait partie du problème et il fallait comprendre comment ça évoluait. Donc il y a un travail de recherche sur la trajectoire d'une filière en particulier, la filière porcine. Et un des résultats, alors, par entretien, par consultation d'archives, par différents types de données de la statistique publique, on s'aperçoit qu'il y a une trajectoire qu'on a qualifiée de sectorielle, c'est-à-dire que quand on regarde comment s'opère finalement un processus qui a été un processus d'intensification assez marqué de cette filière, on voit qu'il est lié en fait à des
des éléments qui sont proprement qui sont vraiment de l'économie même de la filière, un contexte d'un règlement réglementaire sectoriel, c'est-à-dire tout ce que l'État a fait pour accompagner la profession, mais qui est vraiment centré sur le développement économique de cette activité. Aussi des réactions et des stratégies liées à la pression internationale. Donc on voit aussi les acteurs qui évoluent, qui intensifie aussi parce qu'il se positionne sur des marchés internationaux, et puis aussi des logiques d'investissement qui peuvent être des fois aussi de sous-investissement dans certains types d'équipements et qui mettent la filière sur une certaine trajectoire. Alors ça, c'est la logique qui explique finalement le processus. Et ce qui est intéressant pour nous, évidemment, c'est le décalage, alors ce qu'on qualifie en général de politique en silo, c'est-à-dire le décalage entre cette politique ou cet accompagnement par l'État d'une filière, qui est on va dire une politique agro-industrielle, et finalement un très faible impact ou une très faible articulation avec ce qu'on venait juste d'expliquer, c'est-à-dire la politique proprement de lutte contre les algues vertes. Il y a une non-articulation entre les deux qui explique pour une grande partie ce que l'on observe aujourd'hui. Je laisse la parole à Valérie, je crois, pour un début de conclusion. Alors oui, je conclus à peine, mais Euh, donc là, vous avez eu une illustration d'un certain nombre d'actions de recherche. Donc j'imagine que vous avez constaté que c'était assez divers et riche. Et donc aujourd'hui, on a un enjeu, oui, particulier dans le projet à essayer d'intégrer tout ça. Donc on le fait par différentes façons et en particulier, on mobilise. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on mobilise en particulier des outils, hein, des méthodes un peu pour pouvoir donner à voir en fait toutes ces dynamiques complexes là qui se déroulent dans des sphères différentes, etc. Et pouvoir identifier en particulier des périodes de fonctionnement, des périodes où il y a des bascules liées à tout un tas de facteurs à l'échelle de l'ensemble du système, écosystème et sociosystème. Et donc, par exemple, on a des travaux, mais qui ne sont pas du tout à un niveau opérationnel, hein, mais on a des travaux en cours sur ce qu'on appelle la construction de frises chronosystémiques, qui essaie de donner à voir en fait comment la chronologie de ces différentes dynamiques et parfois les endroits où on a des convergences, des points de bascule, etc. Et on a tout un enjeu à justement pouvoir produire des connaissances intégratives, mais qui soient lisibles par d'autres que l'équipe du projet. Et ça, c'est un défi sur lequel on bosse, mais sur lequel on a encore du travail. Voilà, et en guise de conclusion, je vous invite à aller, si la thèse, voilà, si ces travaux vous intéressent, on a un site internet qu'on essaie de maintenir à jour, donc avec les différentes actions de recherche qui sont menées. Donc, je vous invite à y aller voir si vous le souhaitez. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour cette présentation. Donc effectivement, vous avez précisé que c'était des morceaux choisis, je dirais, du projet pour l'instant que vous avez choisi de mettre en lumière là. Un projet qui n'est pas terminé. C'est aussi un parti pris, ça, des webinaires du CRECEP, de proposer des temps d'échange sur des projets en cours, parce que du coup, la co-construction, ça se fait pas à la fin, ou l'intégration des acteurs et des gestionnaires est quand même moins efficace si elle a lieu à la fin, au moment de la restitution des résultats, que si on provoque des temps d'échange en cours de route. Donc c'est aussi le but de ce type de webinaire. En guise de question, j'ai vu qu'il y avait une question qui avait ouvert le bal là, dans le chat sur la définition de l'azote industriel, mais Patrick, tu as répondu par écrit. Donc je ne sais pas si ça appelle des commentaires ou des questions complémentaires sur la partie que tu présentais plutôt, voilà, flux de nutriments. Oui, on a choisi de présenter pour l'instant des résultats consolidés, hein, Mm. et qui viennent directement des statistiques agricoles. Bien sûr, il y a une phase de reconstitution plus précise, mais voilà, qui demande de préciser bien les hypothèses. Et là, ça aurait été trop long de rentrer dans les détails. Ok, merci. Alors, on a deux types de questions. On a Franck Daniel du département du Morbihan qui souhaite poser une question. Donc, Franck, je te laisse poser la question et après, on prendra j'ai un écho, moi, je sais pas. La question de Monsieur Piriou après.
Franck, si tu veux. Vous pouvez couper le micro de M. Ouais, Guenesgan. ton micro. ton- Ah oui. Et Franck, on t'entend pas par contre. J'ai coupé ton micro. Ouais, Vous voilà. m'entendez là? Oui. Pas mal du tout. Ok, merci. Oui, merci pour vos présentations. J'avais deux questions. La première concerne la problématique des échouages d'algues vertes sur vasières. J'ai vu avec intérêt que vous aviez intégré ça dans le programme. Donc, sur le volet biophysique, on s'est rendu compte que voilà, les connaissances avaient été construites essentiellement sur des études portant sur des sites sableux. Et donc, depuis l'année dernière, dans le cadre du programme régional CIMAV, là, on a confié au CEVA la réalisation d'une étude plutôt portant sur les vecteurs de reconduction interannuelle des échouages d'algues vertes sur vasières. Cette étude va se prolonger cette année. Et sur le volet sciences humaines, est-ce que vous avez constaté du coup des différences de jeu d'acteurs entre des sites plutôt sableux et des sites plutôt de vasières, avec notamment des activités économiques qui peuvent être différentes? Ça, c'est la première question. Et la deuxième concerne plutôt ce qui a été présenté par Patrick Durand. Est-ce que parmi les paramètres que vous intégrez dans vos analyses, vous prenez en compte les éventuels effets du changement climatique sur l'eutrophisation des eaux côtières, par exemple par le biais de la température de l'eau ou d'autres paramètres? Merci. Donc sur la première question, je prends la parole tout de suite là, mais alors le travail sur la dimension sociale là les sites de Vasières est en cours et du coup, alors d'une part il est en cours et d'autre part il est pris en charge par une autre collègue là, Alex Levin. Donc je peux pas vous répondre en fait, j'ai pas les éléments moi pour vous répondre à cette question-là, à ce stade du projet, quoi. Et donc, pour répondre à la seconde question, donc bien sûr, sur les trajectoires passées, on va prendre en compte l'évolution de la température en fonction des données qu'on a, hein. Il se trouve qu'on a des données à la fois d'observation et de reconstitution de la température, y compris de l'eau de mer. Sachant que les études précédentes qu'on a fait sur cette question, bon, qui étaient encore assez liminaires, mais ne semblaient pas montrer une influence déterminante de ce facteur-là. Disons que c'est une influence qui est vraiment d'un ordre très inférieur par rapport au bouleversement des flux de nutriments qu'il y a eu dans ces systèmes, quoi. On est plutôt sur l'épaisseur du trait, là. En tout cas, sur la période historique. Après, bon, peut-être ça changera dans l'avenir, mais et à présent, on a même fait ça sur des projections à 30 ans et ça reste encore très, très modeste, l'influence du changement climatique, parce que ça joue dans les deux sens, en fait. Il y a l'augmentation de la température qui favorise les algues, mais d'un autre côté, il y a la diminution des débits estivaux qui la favorise pas. Donc, la résultante est assez variable et assez difficile à caractériser finement. En tout cas, il ne faut pas trop compter là-dessus, ni en positif, ni en négatif pour l'avenir, à mon avis. Ok, merci. Une question donc de Monsieur Piriou dans le chat là sur juste la question de savoir si l'étude ou le projet va déboucher sur des préconisations d'action. Une question qui n'est pas encore complètement posée, c'est ça en fait, je pense que je vais laisser parler Valérie. Après, parce que dans le design global du projet, je pense qu'il y avait des choses qui étaient évidemment de cet ordre-là. Dans la partie qui nous concerne sur, on va dire, politique publique, on est plutôt sur l'identification, voilà, des évolutions, des points de bascule, un peu comme nos collègues en sciences biophysiques. Donc, a priori, ça n'a pas vocation directement à, voilà, à fournir de la recommandation ou du conseil. Je pense que, par contre, dans le croisement des données qu'on va avoir entre les différentes enquêtes, il y aura sans doute quelque chose qui en ressortira. Mais c'est pas un projet, a priori, on va dire,
de recherche et développement dans lequel il y aurait une partie de conseil qui était très forte. On est plutôt pour comprendre, comme on dit, sur le long terme, ça veut dire sur 40, 50 ans des transformations. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, Monsieur Ménez-Gouin. Alors, Est-ce que vous m'entendez là? ouais, Oui. Oui. Alors, je voulais poser une question sur les seuils de nitrate, parce que je vois qu'on en parle de moins en moins comme objectif. Alors, j'ai regardé un peu les données récentes qu'on peut trouver. J'ai regardé ça ce matin sur le site Eau France, hein. J'ai regardé trois rivières, le Yard, qui aboutit en baie de Saint-Michel en Grève, le Névet qui arrive à Douarnenez et le Guesson qui arrive donc en baie de Saint-Brieuc. Et donc, de façon curieuse d'ailleurs, la moyenne annuelle en 2024, elle est la même dans ces trois rivières, elle est de 21 milligrammes. Je rappelle que c'est 10 fois la teneur estimée des eaux de Bretagne, disons, ancestrales. Bon, alors, sur cette moyenne, les trois rivières que j'ai regardées montrent des cycles, c'est bien connu aussi, hein, c'est rien de nouveau, des cycles annuels très, très différents. Donc, on a le cycle en V très connu en baie de Saint-Brieuc, où les teneurs sont les plus élevées à la fin de l'hiver, et elles s'effondrent et elles tombent au minimum en septembre ou octobre, et de façon assez ample. On a par contre un V inversé, et là c'est catastrophique en baie de Saint-Efflamme, puisque les plus hautes teneurs se trouvent en été soutenues par la nappe phréatique qui est toujours très, très contaminée. Et enfin, la baie de Douarnenez, c'est là où je veux en venir, parce que vous travaillez donc dans ce projet sur la baie de Douarnenez. La baie de Douarnenez, enfin au moins pour le Névet que j'ai regardé, j'ai pas regardé les autres, hein, a un signal presque plat, c'est-à-dire que toute l'année, on a une teneur qui est voisine de 20-21 milligrammes. Or, donc, je rappelle que d'après les simulations que j'avais faites, que le CEPA a bien approfondi, qu'on a publié il y a déjà 15 ans, il faudrait descendre aux alentours de 10 milligrammes pour voir diminuer d'au moins la moitié, voire peut-être plus, les marées vertes actuelles. Donc 10 milligrammes sur les trois rivières que j'ai regardées, seule la rivière de Saint-Brieuc, le Guesson, l'atteint ou même descend en dessous en août, septembre, octobre. Mais c'est déjà trop tard parce que la marée verte s'est constituée au printemps et en été. Et par contre, les deux autres rivières, jamais ne frôlent la zone qui commencerait à faire des effets sur les marées vertes. Alors, on sait pourquoi c'est comme ça à Saint-Efflamme, dans le Yard, à cause de la nappe, mais la question que je voulais poser, puisque vous travaillez sur la baie de Saint-Brieuc, la baie de Douarnenez, comment on explique que la teneur est constante, au moins dans le Névet, pendant toute l'année, qu'il n'y a pas vraiment de cycle, parce que quand il y a un cycle, on peut espérer le décaler peut-être un peu et faire qu'en mai-juin, on arrive à tangenter les 10 milligrammes. Mais quand il n'y a pas de cycle ou qu'il est inversé, c'est pratiquement mission impossible. Alors, est-ce que Patrick Durand pourrait expliquer peut-être, c'est peut-être une question de sous-sol, mais voilà, ou alors est-ce que c'est des apports qui ne sont pas du tout les mêmes et qui donnent une constante, quoi. Difficile de répondre en deux mots à cette question, mais en gros, ce qu'il faut bien voir, euh, ce, ce sur quoi on raisonne à l'heure actuelle, c'est plus tellement en concentration en tant que telle, hein, puisque ce qu'on a montré, c'est que en gros, depuis que les concentrations avaient quand même baissé assez significativement dans l'ensemble des baies, on est passé d'un régime où
presque tous les ans, il y avait des fortes marées vertes, à un régime où c'est très irrégulier. Et cette irrégularité, elle n'est pas liée aux variations de concentration, elle est liée aux variations de dynamique de débit à la fin du printemps et au début de l'été, au moment où voilà, l'éventuel contrôle par les nitrates euh, peut intervenir pour limiter le phénomène. Et donc, suivant les années, si on a des débits faibles à ce moment-là, avec la baisse des concentrations qu'on a obtenues, on a des chances d'avoir une certaine limitation qui s'exprime. Par contre, si on a des débits forts, et on voit ça très bien en particulier sur la baie de Saint-Brieuc, hein, il y a des années où voilà, les débits sont très faibles au mois de juin et du coup, on a peu de marée verte. Et par contre, avec la même concentration, si on a des débits très forts parce qu'on a eu des pluies, des orages au mois de juin, eh bien, on a des marées vertes catastrophiques. Donc, en fait, voilà, la question du seuil de concentration, ça dépend si on le raisonne par rapport à est-ce qu'on veut supprimer ces marées vertes, même les années très défavorables au niveau climatique, ce qui me paraît complètement illusoire. Ou est-ce qu'on veut, voilà, ou voilà, quel est l'acceptable? Et pour définir quel est l'acceptable, c'est là aussi où c'est intéressant d'avoir un projet multidisciplinaire. C'est-à-dire que voilà, le seuil d'acceptabilité du phénomène, il va dépendre de plein d'autres facteurs, et en particulier des facteurs socio-économiques et voire anthropologiques et politiques qui sont à prendre en compte. Donc voilà un petit peu ce que je veux dire. Sur la partie cycle, alors dans la baie de Douarnenez, on a toutes les cas de figure. On a des cycles légèrement inversés, des cycles très marqués normaux, et puis des cycles plats. Alors la platitude, elle est liée en fait au fait qu'on a puisque les apports agricoles ont diminué, on a eu tendance quand même à diminuer les concentrations dans la nappe. Donc, on a tendance à avoir un rééquilibrage entre les concentrations de la nappe et les concentrations qui sont directement ici du superficiel, qui fait qu'il n'y a plus de phénomène de mélange et que donc, les eaux sont à peu près toutes à la même concentration. Et donc, comme le cycle est en fait une question de proportion du mélange d'eau entre les eaux les plus superficielles et les plus profondes, et ben on a un cycle qui s'aplatit. Ça, on a montré ça assez facilement par modélisation aussi. Merci pour cet échange. Dans le même ordre d'idée, on va prendre les deux dernières questions là qui sont dans le chat. Plutôt une question sur le caractère rétrospectif du travail et sa capacité à être utilisé en mode prospectif. Je ne sais pas lequel de vous trois peut éventuellement prendre cette question. Donc, le modèle rétrospectif est-il utilisable en prospectif? Quelle est votre hypothèse concernant la modification de la trajectoire des teneurs observée depuis 2015? C'est une question pour Patrick. C'est sur la modélisation hydro, mais enfin, Ouais, agrohydrologique, ouais, ouais, mais pas seulement. C'est-à-dire pas que seulement. Mais... c'est aussi un choix du projet de ne pas Mm. axer sur le prospectif. Mais bon, en deux mots, bien sûr, le modèle est utilisable en prospectif et il est utilisé en prospectif dans le cadre d'une autre étude qui est commanditée là, par le plan de lutte contre les algues vertes en collaboration avec les différents bassins, donc où on fait des hypothèses de scénarios dont on teste l'efficacité sur les 30 prochaines années. Donc ça, c'est un autre type d'étude sur lequel je ne m'étendrai pas. La modification de la trajectoire depuis 2015, ben justement, c'est une des sorties attendues du projet, c'est-à-dire que suivant que les baisses d'intrants aient été effectives avant les années 90 ou après les années 90, eh ben, on va avoir un poids de l'héritage qui va se faire sentir parce qu'on sait que les bassins versants ont une mémoire de plusieurs dizaines d'années, hein, entre 10 et 20 ans, disons. Et ben, suivant le moment où la bascule s'est produite, et ben, cette bascule se fait toujours sentir ou plus. Et quand elle se fait plus sentir, et ben, on a un rééquilibrage et on arrête la baisse des concentrations. Bon, je simplifie, mais en gros, c'est ça. Et puis, donc, ouais, Valérie pourrait dire pourquoi ce choix fort de rétrospectif plutôt que de prospectif. Alors là, oui, le choix du rétrospectif, donc c'est en effet un choix fort et plutôt en décalage par rapport à ce qui se fait
en recherche et même en prospective sur les territoires là. C'est vraiment, enfin, c'est aussi un peu simplement enfin, de vraiment prendre en compte ce qui s'est passé, donc analyser vraiment la dimension trajectoire, cumulative, enfin, l'héritage, mais au sens plus large de l'héritage des politiques, l'héritage social, etc., qui produisent la situation à laquelle on est aujourd'hui. Donc, la situation de l'écosystème, mais aussi la situation thème sociopolitique. Et donc, c'est l'hypothèse qu'on fait, c'est que tant qu'on n'a pas partagé assez largement l'analyse de ce qui s'est passé, on ne part pas du même endroit pour se projeter dans un futur, quoi. Et donc, si on arrive à partager, avoir une vision partagée, et là, c'est un peu l'hypothèse qu'on fait, c'est que la recherche peut contribuer à ça, c'est à partager la vision et à objectiver quelque part, avec toutes les guillemets nécessaires, la trajectoire, la diversité des points de vue, la diversité des façons de regarder le problème de l'eutrophisation. Et oui, et l'hypothèse qu'on fait, c'est que voilà, pour aujourd'hui, on a une diversité de points de vue là-dessus qui sans doute empêche des projections vers un autre futur, quoi. Et Jean-Pierre, tu veux compléter, je crois. Non, comme je voyais que le temps passait, je voulais Oui, répondre à la question qui était sur la mesure, parce que c'était plutôt mon domaine. ouais, tout à fait. Mais très rapidement, parce qu'on y arrive vite. Simplement pour dire que justement, c'est pour parler de diagnostic partagé, il y a aussi d'avoir un système de mesure qui est relativement à la fois homogène et qui est cohérent pour l'ensemble du territoire, mais aussi des acteurs. Et c'est un peu la réponse à la question. C'est-à-dire, oui, il y a une réflexion. Alors, c'est pas une réflexion, là, on est pour l'instant dans l'analyse, mais il y aura une réflexion sur comment on fait des mesures des flux d'azote, ou en tout cas de l'azote, et est-ce que c'est la seule mesure? Mais surtout, est-ce que finalement, cette histoire qui a conduit à une certaine complexité quand même des indicateurs, des cibles qu'on applique au territoire, cette histoire un peu héritée et cette complexité, il y aurait sans doute quelque chose à proposer ou en tout cas à faire évoluer. Parce que si on veut avoir un problème avec une vision commune et aussi des capacités à le suivre et à voir s'il est suffisamment bien traité, il va falloir sans doute revenir sur cette histoire et essayer de fournir un outil relativement, on va dire, commun sur le suivi, sur les indicateurs, sur les objectifs. Donc ça, c'est la partie expertise administrative, comment on se dote de moyens pour agir collectivement sur cette question. Et la dernière question Mer- sur les vasières, je ne peux pas répondre. Bah Non ça, plus. à moins que vous ayez des éléments, j'aurais tendance à peut-être aussi inviter à jeter un coup d'œil au projet Impro qui a été réalisé il y a quelques temps, qui portait spécifiquement sur la dynamique de nutriments dans les vasières, qui était commandité par l'Agence de l'eau, hein, parce que c'est aussi des objectifs du SDAGE, hein, de travailler sur ces milieux-là, et du coup qui avait été accompagné par le CRECEB. Il y a des éléments sur notre site internet, mais je ne sais pas si Maël, ça répondrait à cette question-là précisément, mais comme je sais que Valérie notamment a des impératifs horaires et qu'on essaie de tenir le timing, voilà, à moins que Patrick ait une réponse très courte sur cet aspect vasière à proposer, sinon je renvoie vers le projet impro plutôt, même si voilà, c'est peut-être pas Non, très non, satisfaisant. j'ai pas de Ouais, réponse mm, précise. ok. Bah écoutez, non, mais je pense qu'on va essayer de tenir le timing, hein, pour respecter cette règle qu'on s'est fixée. Merci beaucoup pour ces échanges. Merci aux trois intervenants. Et puis du coup, bah, vous voyez que donc, vous pouvez continuer à suivre sur leur site internet les avancées de ce projet Green Seas. Pour ce qui nous concerne, côté Creseb, on a deux rendez-vous après l'été cette fois, hein, pour un webinaire le 26 septembre autour du projet Terraforma avec Laurent Longuevergne, et puis le 10 octobre sur des questions de gouvernance de l'eau et puis je dirais, culturelle plutôt, des cours d'eau autour des projets ressources et ASSO. Voilà, on aura des interventions de l'Université de Rennes 2, du CNRS d'Eau et Rivière de Bretagne. Merci à toutes et à tous, et puis il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et un bel été pour ceux que je ne recroiserai pas.